Dans ce cours, nous continuons de prendre en main les notions de base sur la cybersécurité. Ce sont des notions qui sont très importantes parce que on ne peut absolument pas mettre en place une protection efficace pour une infrastructure, système et réseau si on n'est pas au courant des attaques possibles et de leur fonctionnement. Donc, ici, sur notre cours de formation à distance, il y a un cours que j'ai rajouté qui s'appelle Bien comprendre les types d'attaques possibles et comment on se protège. Ça, c'est fondamental d'également prendre en main cette partie-là pour pouvoir répondre à des questions possibles à l'examen et pour pouvoir, bien évidemment, monter en compétence concernant ce métier d'administrateur d'infrastructures sécurisées. Alors, ici, on a le cours sur la cybersécurité. Et donc, dans ce cours, on va présenter les choses sous forme de questions-réponses. Par exemple, question, qui peut créer un virus? N'importe qui en utilisant un kit de création de virus sans avoir de connaissances en programmation. Il y a sur Internet des kits de création de virus qui sont mis en ligne et sans aucune connaissance en programmation, on peut créer un virus. Donc n'importe qui peut le faire, absolument n'importe qui, d'où la raison pour laquelle la menace est grande. Autre question, quelles sont les actions d'un virus et à quel moment agit-il? Un virus peut se déclencher au démarrage du système, il peut se déclencher à une date donnée. Quelles sont les actions possibles d'un virus? Il peut désactiver la sécurité Windows, peut désactiver des fonctions de sécurité de Windows, il peut désactiver des macros, en particulier la sécurité sur les macros, il peut verrouiller un poste de travail, bloquer le poste de travail de l'utilisateur, il peut procéder à un téléchargement de fichiers malveillants, c'est-à-dire configurer le virus pour télécharger un fichier malveillant, tel qu'un trojan ou un cryptologueur depuis une URL spécifiée. Comment est-ce qu'une machine peut-elle être infectée? Ça, c'est important de comprendre le mécanisme d'infection d'une machine. Infection de la cible. La cible, c'est-à-dire la machine qui va être infectée, elle récupère un fichier nommé très important qui est en réalité le virus. Et donc l'utilisateur va cliquer sur ce fichier et là, on va avoir le virus qui va s'exécuter. C'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, on peut naviguer sur Internet et on peut avoir un message qui est noté très important. On clique dessus et là, on va avoir le virus qui va s'exécuter. Quelles vont être les conséquences pour la machine cible? On va avoir un message d'erreur qui va être affiché. La cible va être déconnectée de la session. Donc, la session, on est déconnecté de notre session. Pendant ce temps, un fichier exécutable malveillant est téléchargé et lancé. Donc, on voit le mécanisme, c'est-à-dire qu'un internaute navigue sur Internet, il récupère un fichier qui est noté très important, il le télécharge. À partir de là, il va lancer le téléchargement d'un autre fichier malveillant. Et ce fichier peut être un programme qui permet aux pirates de prendre le contrôle du poste de la victime sans qu'elle s'en aperçoive. Très important de comprendre déjà ce principe-là. Pourquoi les ransomware et les cryptologueurs sont dangereux? Alors on peut, pour expliquer la dangerosité des cryptologueurs et ransomware, parler de cas qui se sont produits
et qui ont entraîné que de grandes entreprises ont été attaquées. Par exemple, en mai 2017, un ransomware de type CryptoLogger a infecté 300 000 machines en 3 jours, paralysant de grandes entreprises telles que Renault, Mars et Deutsche Bahn. Quelle est l'importance et le coût des ransomware? D'abord, ils ont une prévalence, les ransomware, c'est-à-dire que par rapport à d'autres virus, c'est eux que l'on retrouve le plus actuellement. Plus d'une entreprise sur deux a subi une attaque par ransomware. Alors, le coût estimé pour 2019, c'est plus de 11,5 milliards de dollars. Ça a dû progresser. Quelques exemples notables. La ville de Baltimore paralysée pendant plus d'un mois en mai 2019. Des géants industriels comme Hydro, Boeing et Altran touchés en 2019. En France, 73% des cyberattaques sont des attaques par ransomware. Donc ça permet de répondre à la question pourquoi les ransomware et les cryptologueurs sont dangereux. On voit que beaucoup d'entreprises subissent ce genre d'attaque. Quel est l'objectif des ransomware et comment fonctionnent-ils? Leur but, c'est gagner rapidement de l'argent en prenant en otage les fichiers de la machine attaquée. Le mécanisme, le hacker espère que l'utilisateur valorise suffisamment ses données pour payer la rançon, généralement demandée en crypto-monnaie comme le Bitcoin, garantissant l'anonymat du pirate. C'est important de savoir comment ça fonctionne. Détailler un scénario typique d'infection par ransomware. Il est important de comprendre le scénario d'infection pour comprendre comment ça fonctionne et comment s'en protéger efficacement. Il y a d'abord l'infection initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la machine cible qui reçoit un email avec une pièce jointe ou un lien vers un fichier hébergé sur un serveur pirate. Ensuite, il va y avoir l'exécution du malware, c'est-à-dire que la pièce jointe ou le fichier, souvent un document Office avec macro, télécharge et exécute le code malveillant du ransomware. Ensuite, ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder au chiffrement des fichiers. On va avoir le ransomware qui va commencer à chiffrer les fichiers de la machine et il va cibler les répertoires sensibles comme mes documents et le bureau Windows. Cette phase de chiffrement est rapide, prenant généralement quelques secondes. L'algorithme de chiffrement utilisé est connu uniquement des pirates et nécessite une clé de déchiffrement. Comment se passe la propagation de ce ransomware? Le cryptologueur cible également les partages réseau et serveurs de fichiers accessibles en écriture sur le réseau. D'où l'importance de la protection de certains répertoires contre l'écriture, justement. Il peut se propager à tous les supports amovibles connectés à une machine, des clés USB, des disques externes. Ensuite, il va y avoir la demande de rançon. Une fois le chiffrement terminé, le cryptologueur bloque le système et informe l'utilisateur de modalités nécessaires pour déchiffrer les données. La rançon est généralement demandée en crypto-monnaie avec une moyenne estimée à 450 €, mais ce montant peut augmenter avec le temps pour presser l'utilisateur à payer rapidement. Quelles sont, autre question, donc là on a vu un peu quel est le scénario d'infection par un ransomware. Ensuite, quelles sont les conséquences et dangers des cryptologueurs? Il va y avoir d'abord une pression sur l'utilisateur. Les cryptologueurs poussent l'utilisateur à payer rapidement sans garantie de récupération des données. Et certains ransomware ont une spécialisation. Certains ransomware sont spécialisés dans la destruction de fichiers de sauvegarde, rendant impossible tout retour à une
pré-infection sans la clé de déchiffrement. Donc là, il faut également faire très attention aux sauvegardes. Si les sauvegardes, elles sont sur un partage réseau qui va être accessible par le cryptologueur, eh bien, on risque de les voir se faire détruire, être chiffrés par le cryptologueur, et donc les sauvegardes vont servir à rien. D'où la raison pour laquelle il faut peut-être penser à avoir plusieurs versions de rétention des sauvegardes. Autre question, pouvez-vous citer un nom de cryptologueur et le comportement d'un poste infecté? Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a une culture générale par rapport à cela. Alors, on peut citer le cryptologueur WannaCry qui va se comporter de la manière suivante. D'abord, il y a la préparation de l'infection. On va avoir la machine qui contient des fichiers importants, PDF, texte, image, et un fichier zip contenant WannaCry déguisé en doc. Le fichier zip est configuré pour être traité comme un fichier doc par une version ancienne de WinRAR avec une faille de sécurité exploitée. D'où l'importance des mises à jour de logiciels. Ensuite, il va y avoir exécution du fichier malveillant. Le fichier doc est ouvert. Une série de messages d'erreurs s'affiche, suivie par une fenêtre demandant une rançon de $300 en bitcoin à payer dans un délai de 48 heures. Quelles sont les conséquences sur les fichiers? Les fichiers dans les répertoires importants sont renommés avec l'extension .wncry et deviennent illisibles. Les fichiers Word sont corrompus et impossibles à ouvrir. Les images n'affichent plus les miniatures et ne peuvent plus être visualisées. Chaque tentative d'accès à un répertoire relance l'exécutable WannaCry pour rappeler à l'utilisateur la nécessité de payer la rançon. Quelles sont les conséquences de l'infection par WannaCry? Il va y avoir d'abord l'inaccessibilité des fichiers. Les fichiers deviennent illisibles et inutilisables. Il va y avoir une pression pour payer la rançon. Le message de rançon s'affiche régulièrement pour inciter l'utilisateur à payer rapidement. Il va y avoir la propagation. WannaCry ainsi que ses variantes peuvent infecter non seulement la machine locale, mais aussi les sauvegardes et les serveurs de sauvegarde accessibles. Très important de comprendre ce fonctionnement parce qu'on peut se dire qu'on met en place un serveur de sauvegarde sur le réseau qui va être accessible à partir d'une machine infectée, parce que généralement c'est comme ça. Eh bien, on peut avoir les sauvegardes qui vont être infectées et là on est foutu. Donc quelles sont les solutions et les précautions? D'abord, il faut restaurer à partir de sauvegardes. La seule solution pour récupérer les fichiers sans payer la rançon est de restaurer une sauvegarde effectuée avant l'infection. L'importance des mises à jour de sécurité, on vient de le voir avec un WinRAR infecté, hop, ça a entraîné l'infection. Donc il faut utiliser des versions à jour des logiciels pour éviter les failles exploitées par les malwares. Il faut sécuriser les sauvegardes. Il faut assurer que les sauvegardes soient protégées et inaccessibles aux cryptologueurs pour éviter toute contamination. Donc on voit ici que lorsqu'on souhaite, en tant qu'administrateur d'infrastructure, sécuriser une infrastructure, eh bien, il faut penser aux sauvegardes, il faut penser à les sécuriser, il faut penser également à l'importance des mises à jour de sécurité. Pouvez-vous définir les trojans et les spyware? Comme il y a beaucoup de types d'attaques, il faut être capable de les connaître et puis de les définir pour comprendre comment elles fonctionnent et comment sont protégées. Les trojans, qu'est-ce que c'est? C'est des chevaux de Troie français. Quelle est leur origine? C'est inspiré du stratagème grec du cheval de Troie où des guerriers grecs se cachaient dans un cheval en bois pour infiltrer la ville de Troie.
Quelle est la définition d'un trojan? Un trojan est un programme malveillant qui semble légitime et contient des fonctionnalités cachées. Quel est son but principal? Fournir un accès non autorisé à l'attaquant sur la machine infectée via une porte dérobée que l'on appelle un backdoor. Comment fonctionne un trojan? D'abord, il y a la création du trojan par un hacker ou un pirate. Donc, il va y avoir la partie développement. Le pirate développe le trojan et ses fonctionnalités, souvent en utilisant un kit de construction. On a vu que n'importe qui pouvait utiliser un kit de construction de virus. Ensuite, il va construire ce qu'on appelle un wrapper et un dropper. Un wrapper, qu'est-ce que c'est? C'est un programme non malveillant qui embarque le code du trojan pour éviter la détection par les antivirus, souvent dissimulés dans des applications légitimes, jeux, vidéos, fichiers audio. Donc un programme légitime, un programme de jeu qui va embarquer donc ce programme malveillant. Le dropper, qu'est-ce que c'est? C'est le code qui télécharge le trojan depuis un serveur contrôlé par des pirates. Le dropper lui-même n'est généralement pas détecté comme malveillant. Donc, on voit comment se passent les infections. C'est-à-dire qu'on va avoir le pirate qui va développer le virus. Ce virus, ce trojan, va être embarqué dans un programme légitime, par exemple un jeu ou une vidéo. Quand on lance l'exécution de ce programme légitime, il y a un autre programme qui s'appelle un dropper qui va se déclencher pour aller télécharger le trojan qui est situé sur un serveur. Ça, c'est important de comprendre ce mécanisme. Comment est-ce qu'il se propage? Eh bien, ensuite, il va y avoir diffusion du wrapper. Le pirate utilise des techniques de social engineering, de faux emails, ou redirige le navigateur web de la victime vers un lien de téléchargement frauduleux. En utilisant des smartphones, les pirates peuvent parfois diffuser leur application directement via l'App Store ou Google Play Store. Parce que une fois que le wrapper a été créé, il faut bien pouvoir l'installer sur la machine de la victime. Donc, soit des faux emails, par exemple, soit du social engineering qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur un lien de téléchargement frauduleux. Et à partir de là, eh bien, on va avoir le wrapper qui va s'exécuter et on va avoir donc l'installation du dropper qui va être installé sur la machine. Donc une fois le wrapper installé ou lancé, le dropper télécharge et exécute le trojan sur la machine de l'utilisateur. Ensuite, il va y avoir un contrôle total. Le trojan installe un backdoor permettant aux pirates de prendre le contrôle total de la machine infectée. Donc on voit, depuis tout à l'heure, on voit comment ça se passe pour un virus, pour un trojan, pour ce qu'on veut d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on voit qu'on va avoir le serveur du pirate. Et comme on le voit dans le cours ici, le dropper, ici, voilà. Donc le trojan installe un backdoor qui permet aux pirates de prendre le contrôle total de la machine infectée. Ça veut dire que l'objectif, c'est quoi en fin de compte? C'est j'ai la machine de l'utilisateur. Et le backdoor, c'est quoi le backdoor? Le backdoor, c'est tout simplement, en fin de compte, un service.
c'est un service, un backdoor, c'est un service qui va s'exécuter, hein. Donc c'est un service serveur, hein, on peut le dire comme cela, c'est un service serveur qui est en écoute, qui est en écoute, en écoute sur un port donné. C'est-à-dire que de la même manière qu'on installe un serveur MySQL, par exemple, ou un serveur web, et qu'on y accède via des logiciels clients, eh bien un backdoor, c'est ça, un service serveur qui en écoute sur un port. Et là, le serveur du pirate, hein, avec un logiciel client, eh bien, il va tout simplement tenter de se connecter à ce backdoor qui a été installé et qui fonctionne en silence. Et là, ça c'est déjà très important d'avoir cette image-là dans la tête parce que une fois qu'on comprend qu'en fin de compte, tout ce que fait le pirate, c'est pour installer en fin de compte un service, hein, qui va être en écoute, qui va permettre au pirate de pouvoir prendre le contrôle de la machine à distance, eh bien, on comprend de mieux en mieux comment il faut s'en protéger. Alors, comment est-ce qu'un pirate accède à la machine via le trojan? Donc, initialement, il y avait les premiers trojans qui utilisaient des ports spécifiques faciles à reconnaître. Ça veut dire que ici, quand on était sur cette machine, hein, en tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées, eh bien, il y avait des ports, hein, qui étaient faciles à reconnaître. À l'époque, hein, quand on voyait un port du genre, ça, le port, plutôt le faire ici. Voilà. Quand on voyait un port, c'est un numéro, hein, qui est associé à un logiciel ou à une connexion. Quand on voyait par exemple le port 50 000 qui était ouvert, on se posait des questions. On se dit donc il y a peut-être un backdoor qui a affecté notre machine. On ne va pas se poser des questions par contre sur le port 80, puisque le port 80, bah, quand on a un serveur web qui est installé, on se dit que c'est peut-être pas par ce biais-là qu'un backdoor va permettre à un pirate de prendre la main. Bah, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, dans les connexions actuelles, on a les canaux de communication qui sont désormais plus discrets, qui simulent des connexions classiques et sécurisées entre navigateurs et sites web, rendant les trafics illégitimes difficiles à distinguer des trafics légitimes. Et là, le problème qu'on a actuellement, c'est que on peut imaginer que sur cette machine, par exemple, on a installé un serveur web, par exemple. Eh bien, on se dit que sur cette machine, donc le port 80, ben, c'est légitime qu'il soit ouvert. Malheureusement, on peut avoir un backdoor qui peut utiliser ce type de port-là. Et donc, ça rend les trojans difficiles à être détectés dorénavant, puisque même les ports classiques, hein, comme 80, 21, etc., peuvent être utilisés, hein, pour qu'un pirate puisse accéder via le backdoor qu'il a installé à la machine qu'il a piratée. Qu'est-ce qu'un spyware? Un logiciel espion. Définition. C'est un malware qui espionne les activités de l'utilisateur, qui est souvent intégré dans des trojans. C'est ça un spyware. Quelles sont les fonctionnalités courantes d'un spyware? Il peut activer la webcam, permet d'enregistrer des vidéos à l'insu de l'utilisateur. Il peut capturer l'écran, il permet de voir en temps réel l'activité sur l'écran de l'utilisateur.
Il peut faire du keylogging, c'est-à-dire il enregistre tout ce que l'utilisateur tape au clavier, y compris les informations sensibles comme les numéros de carte bancaire. Et donc, bien sûr, tout ça, il peut le ensuite rapatrier hein, pour pouvoir avoir les mots de passe, par exemple, d'accès à une boîte email. C'est quoi un adware? Un adware, un adware affiche des publicités ou des liens malveillants de manière aléatoire sur le navigateur web de la machine infectée. Leur but, c'est de générer des revenus pour des pirates en affichant des publicités advertisement. Donc, là, on a vu jusqu'à présent un certain nombre de menaces hein, qui sont le ransomware ou le crypto-locker, le trojan, le spyware, le virus et l'adware. Il faut connaître tous ces types d'infections, leur fonctionnement, et ça permet de savoir hein, comment s'en protéger, comment éviter justement hein, qu'une machine soit infectée. On passe au botnet. Alors, c'est quoi un botnet? Origine du terme. Botnet, c'est une contraction des mots bot, robot, et net, réseau. Composition. Un botnet, c'est un réseau logique comprenant des appareils appelés bots ou zombies. Ces appareils peuvent être des ordinateurs, serveurs, smartphones, caméras IP ou autres objets connectés compromis par un pirate et contrôlés à distance. Ça, ce contrôle à distance est permis par une infection préalable par un malware de type trojan. Donc ça veut dire que un botnet, c'est quoi en fin de compte hein? C'est-à-dire qu'un botnet, ça veut dire qu'il peut y avoir, de par le monde, donc dans plusieurs domiciles ou dans des entreprises, hein, on peut avoir des machines qui sont infectées. Et donc ces machines-là, elles vont sont infectées. Alors comment là, ça peut être via des trojans, hein, comme on l'a vu. Faire ça. Cette histoire de botnet. Hop, comme ça. Comme ça. Ici, je vais avoir un trojan. Ici aussi. Ici aussi. Et donc, je vais avoir le pirate qui va avoir la possibilité, en fin de compte, de pouvoir utiliser comme il le souhaite ces machines-là. Alors, on peut imaginer que les utilisations elles peuvent être multiples. On peut imaginer que sur cette machine d'entreprise, sur ce serveur d'entreprise, on peut imaginer qu'il y a un serveur web qui est installé. Et donc, à partir de là, et donc là, bien sûr, hein, on peut avoir encore beaucoup plus de machines infectées de par le monde. Hein. Ça peut être des utilisateurs comme vous et moi, ou ça peut être des serveurs dans des entreprises. Et donc, le pirate qui, lui, est ici, à partir de sa machine, eh bien, il va, par exemple, envoyer des commandes pour demander à ces machines-là d'envoyer des requêtes hein, sur ce serveur web. Donc, des milliers de requêtes hein, qui vont être envoyées par des centaines de machines sur ce serveur web pour pouvoir faire en sorte que
il ne puisse plus répondre à d'autres requêtes qui, elles, sont légitimes, et donc le serveur web tombe. C'est ce qu'on appelle les attaques DDoS, c'est le déni de service distribué. Ça, c'est un premier type déjà de possibilités. C'est ce qu'on voit ici. Quel est l'objectif des botnets? Attaque par déni de service, des DOS, donc il manque un D. Ça va saturer les ressources des serveurs cibles avec des requêtes pour les rendre indisponibles. Ça, c'est le premier type d'attaque. Ensuite, on peut effectuer un envoi massif de spam. Utiliser des bots pour envoyer des emails en masse. Puisque ça aussi, ça peut faire partie des commandes que peut envoyer le pirate vers le réseau de botnet. On peut générer des visites artificielles, c'est-à-dire augmenter artificiellement le trafic sur un site web. Ça permet donc sur un site web comme celui-là d'augmenter artificiellement le trafic. Ensuite, on peut, toujours à des fins de nuire, on a ce qu'on appelle le mining. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la puissance de calcul des bots pour miner des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est que miner des crypto-monnaies? Il faut savoir que pour créer de la crypto-monnaie, il faut utiliser des puissances de calcul de superordinateurs pour pouvoir faire des calculs très très complexes, pour pouvoir arriver à crypter une donnée numérique, c'est ça de la crypto-monnaie, de telle façon à ce qu'elle soit inviolable. Et comme ça exige des puissances de calcul très importantes, ça exige donc de louer des serveurs qui sont très chers en fin de compte. Là, le fait que le pirate ait mis en place des trojans sur peut-être des centaines et des milliers de machines, ça lui permet d'avoir une puissance de calcul qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir générer de la crypto-monnaie, tout simplement. On peut avoir également des pirates qui vont louer des botnets à d'autres pirates. C'est-à-dire que là, on peut avoir ce qu'on appelle les botnets as a service. On peut avoir les pirates qui louent le réseau de botnets à d'autres pour des actions malveillantes. Ce service permet de rendre accessibles des cyberarmes puissantes à n'importe qui. Ça aussi, ça peut être une activité. Alors, comment fonctionne un botnet? On l'a un peu expliqué sur le schéma qui est ici, mais là, il faut toujours le dire, en parler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester que sur des images, il faut avoir l'image, mais pouvoir le comprendre également à l'oral, puisque il ne faut pas oublier que l'examen est oral. Donc, tout schéma que l'on fait, c'est pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Ici, donc, comment fonctionne un botnet? Il va y avoir d'abord connexion au serveur CNC, Command and Control. Le CNC, c'est quoi? C'est tout simplement ce serveur à partir duquel le pirate va, en fin de compte, tout commander. Donc ça, ici, on peut l'appeler le serveur CNC. Voilà. Donc, les machines affectées se connectent à des serveurs centraux, CNC. La communication entre les machines vérolées et les serveurs CNC est souvent chiffrée pour éviter la détection par les dispositifs de sécurité. C'est ce qu'on voit ici. Moi, j'en ai mis qu'un seul de serveur CNC. On peut en avoir d'autres, on peut en avoir plusieurs. Et ensuite, ces serveurs CNC sont contrôlés par le pirate. Le pirate utilise le serveur CNC pour piloter les machines infectées et envoyer des commandes. Par exemple, il peut ordonner au bot de lancer des requêtes pour faire tomber un site web, par exemple. Donc voilà ce que c'est qu'un botnet. Pouvez-vous donner des exemples de botnet? Il faut avoir quelques noms en tête. On a le botnet Zeus, dont l'objectif
était de voler des informations bancaires via des keyloggers, des mouchards de navigateurs ou en interceptant les dialogues entre le bot et le site bancaire. Propagation, il s'est propagé à plusieurs millions d'ordinateurs. Impact, le créateur de Zeus s'est retiré en 2011, mais le code source publié sur GitHub a conduit à l'émergence de nombreuses variantes. Donc, Zeus, c'est un botnet. Mirai, l'objectif, à l'origine d'une attaque de déni de service contre l'infrastructure DIN en 2017, son impact, il génère environ 1 terabit de requêtes par seconde pendant 2 heures, rendant une partie de l'Internet américain indisponible. Périphérique, le réseau de botnet comprenait environ 600 000 périphériques, principalement des objets connectés. Exemple en France, OVH a également été touché par Mirai à la même période. Voilà. Donc voilà un peu pour les botnets. Est-ce que les malwares ne concernent que les machines sous Windows? C'est une question intéressante à laquelle on va tenter de répondre. La réalité. Les malwares peuvent toucher tous les systèmes d'exploitation, y compris macOS et Linux. Ça, c'est important à savoir. Exemple, le malware OS X Lock peut rediriger tout le trafic d'une machine macOS vers un serveur proxy contrôlé par un pirate permettant à ce dernier d'espionner tout le trafic. Impact sur Linux, les serveurs Linux sont souvent ciblés car une grande partie de l'Internet repose sur ces systèmes. Donc voilà, concernant des idées reçues. Une première idée reçue. Est-ce qu'installer un antivirus garantit une protection complète? Réalité, avoir un antivirus ne protège pas contre toutes les nouvelles menaces. Il est nécessaire de faire des mises à jour régulières. Les antivirus doivent être mis à jour régulièrement pour rester efficaces. Quelle est la limite des antivirus? Les hackers trouvent constamment des nouvelles méthodes pour contourner les protections et accumuler plusieurs antivirus pour causer des conflits et ralentir la machine. Est-ce que les malwares ne concernent que les ordinateurs? Réalité, les smartphones et tablettes sont tout aussi vulnérables, voire plus. Fonctionnement comparable aux ordinateurs, les smartphones et tablettes ont des processeurs et systèmes d'exploitation différents. Mais les risques de sécurité sont similaires. Quelles sont les cibles privilégiées? Les smartphones contiennent beaucoup de données personnelles et sensibles, rendant leur perte ou vol particulièrement problématique. Ils ont de plus un faible niveau de sécurité. Les smartphones ont rarement des antivirus installés par défaut. Et les antivirus disponibles sont gourmands en ressources, ce qui favorise le développement de malwares puissants pour ces appareils. Est-ce que la prudence garantit une protection totale? Réalité, même en étant prudent, on peut être infecté simplement en naviguant sur un site légitime et compromis. Vulnérabilité des navigateurs. Les navigateurs non à jour et même à jour peuvent être sensibles à des attaques exploitant des vulnérabilités non encore publiquement connues. C'est important de savoir tout cela pour pouvoir justement faire de bonnes formations en direction des utilisateurs dans une entreprise. L'ingénierie sociale. Qu'est-ce que l'ingénierie sociale? Introduction à l'ingénierie sociale. Exemple classique d'escroquerie par email où un hacker se fait passer pour un proche en difficulté financière. Ça, c'est l'exemple classique. L'objectif principal de l'ingénierie sociale, c'est d'obtenir des informations directement des individus plutôt que de déjouer des systèmes techniques de sécurité. L'objectif des attaques par ingénierie sociale, les hackers préfèrent manipuler les gens pour obtenir des informations sensibles, comme des mots de passe, plutôt que les décrypter.
C'est une technique efficace et souvent négligée qui permet de contourner les protections. Les protections techniques. Donc très important de prendre en compte l'ingénierie sociale quand on met en place la sécurité. Quels sont les types d'informations ciblées? Elles peuvent être directement monétaires, donc des codes d'accès aux comptes bancaires en ligne, informations de paiement sur les sites de commerce en ligne. Ça peut être des données personnelles pour la revente sur le marché noir ou pour usurper des identités. Ça peut être des informations professionnelles. Ça peut être des identifiants de connexion des employés pour accéder aux serveurs de l'entreprise et à des documents confidentiels. Quelles sont les méthodes utilisées? On peut utiliser des techniques avancées pour inciter les individus à exécuter des actions, telles que télécharger un malware par exemple. Les attaques peuvent servir de point d'entrée pour des attaques techniques plus larges sur le réseau d'une entreprise. Donc, on peut utiliser l'ingénierie sociale pour pouvoir lancer des attaques via des malwares qui vont être installés justement parce qu'on aura décidé l'utilisateur via cette attaque liée à l'ingénierie sociale à justement installer un logiciel malveillant. Reconnaissant ces protections, il faut comprendre les mécanismes psychologiques utilisés par les hackers. Il faut savoir identifier les tentatives d'ingénierie sociale pour mieux se protéger et protéger son entreprise. Qu'est-ce que le phishing? Le phishing ou hameçonnage est une technique de social engineering utilisée pour diriger un utilisateur vers un faux site d'apparence légitime. Le but, c'est de le forcer à entrer des données personnelles qui seront ensuite récupérées par des pirates. Quel est l'objectif du phishing? C'est le vol d'identifiants personnels. Les pirates se servent des informations pour des usurpations d'identité. C'est également ce qu'on appelle donc se faire passer pour une autorité de confiance. Les pirates se font souvent passer pour des entités de confiance, comme des banques, des administrations, des fournisseurs d'accès Internet, des sites de vente en ligne ou des réseaux sociaux. Pouvez-vous donner des exemples de phishing? Google Agenda, par exemple, les utilisateurs ont reçu des notifications d'événements ajoutés à leur insu via de faux emails contenant des liens malveillants. Lidl, par exemple, l'exemple d'un email de phishing se faisant passer pour la chaîne de magasins Lidl, encourageant à cliquer sur un lien vers un malware. Quelles sont les techniques de phishing? Il y a ce qu'on appelle les campagnes massives, l'envoi de mails à un grand nombre d'utilisateurs avec un faible taux de réussite. 1% sur 10 000 utilisateurs représente tout de même 100 victimes. Donc il faut bien comprendre cela, c'est que quand on envoie un grand nombre, on va trouver des victimes. Le spear phishing, c'est une attaque ciblée sur des utilisateurs spécifiques avec des messages personnalisés pour augmenter les chances de succès. Et quel est justement le processus du spear phishing? Eh bien, le processus du spear phishing, ça se passe comme suit. Dans un premier temps, on recherche des informations. C'est-à-dire que l'attaquant rassemble des informations spécifiques sur la cible ou l'entreprise. Ensuite, on va créer la confiance. L'attaquant envoie des emails non malveillants pour établir une relation de confiance avant de lancer l'attaque. Exemple contre l'entreprise, par exemple, le pirate peut cibler les ressources humaines en envoyant des CV infectés, sachant qu'ils reçoivent souvent des mails avec des pièces jointes d'inconnus. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire une remarque, c'est l'importance de la formation. Les services critiques comme les ressources humaines, les services commerciaux et financiers doivent être formés pour reconnaître et protéger contre le spear phishing. Comment détecter le phishing? Les adresses e-mail suspectes. Il
faut vérifier que l'email provient bien du domaine de la société prétendue. L'URL suspecte. Il faut s'assurer que le lien pointe vers une URL légitime. Par exemple, une adresse en .ru pour une société présente uniquement en France est suspecte. Les caractères d'urgence, méfiez-vous des messages avec un caractère d'urgence exagéré. Les fautes d'orthographe et de grammaire, soyez attentifs aux fautes et aux tournures de phrases incorrectes. Les demandes inhabituelles, ne fournissez jamais vos identifiants par mail, vérifiez toujours en appelant directement l'entité concernée. Remarque, la sensibilisation et l'éducation des utilisateurs sont cruciales pour se protéger contre le phishing. Un utilisateur bien informé peut reconnaître les signes d'une tentative de phishing et éviter de compromettre ses informations personnelles et celles de son entreprise. Quelles sont les phases d'une attaque de social engineering? La phase 1, on va collecter des informations. Donc le pirate collecte des informations. Donc il effectue une recherche initiale. Il va utiliser des moteurs de recherche pour obtenir des informations sur la cible. Exemple, la ville de Montpellier par exemple. Il fait une recherche sur les sites officiels, exemple www.montpellier.fr pour obtenir des informations techniques. Donc ça, c'est la recherche initiale. Ensuite, il va consulter des bases de données publiques. Une fois qu'on a l'information technique, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que le site de Montpellier.fr, il a tel nom de domaine, donc c'est Montpellier.fr, eh bien, on va consulter les bases de données publiques. C'est-à-dire qu'on va utiliser des annuaires en ligne comme www.whois-raynet.fr pour obtenir des informations sur le gestionnaire de domaine. Et ensuite, on va identifier le prestataire de services informatiques de la cible, par exemple Trameo. Ça, c'est important de comprendre déjà que l'on procède comme ça. Si je vais sur raynet.fr, et ici, avec notre WHOIS, trouver ici le propriétaire d'un nom de domaine. Par exemple, si je prends ici comme... Je retourne en arrière. Plutôt récupérer ça pour pouvoir conserver ce site. Si je viens ici et que je récupère ce site, par exemple, j'espère qu'il est existant. Voilà, ici, là, hop, je fais ça. Et je fais ça. Voilà. Donc là, on va avoir un certain nombre d'informations sur ce site-là. On peut avoir un certain nombre d'informations. On peut aller lire tout cela. Voilà. Une fois qu'on a ces informations-là, donc on va identifier le prestataire de services informatiques de la cible, puisqu'on peut avoir sur ce site-là, on a le domaine qui est actif, la CNIL, le register, c'est NetSample, donc apparemment ici plutôt. Voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut ici pour pouvoir nous faire passer pour la société qui s'occupe de ce site-là. Ça, c'est important déjà d'avoir ces premières informations-là. Par exemple, l'identification du prestataire de services informatiques de la cible, par exemple, qui pourrait être Trameo, ou comme ici, par exemple, le prestataire de service, c'est encore, on ne va pas aller sur la ville de Montpellier, on va carrément aller sur le site sur lequel on est, nous, formationinformatique.net. Tiens. Formation informatique.net. Voilà. Voilà. Et là,
je descends, on constate que par rapport à ce domaine registre-informatique.net, formationinformatique.net, on a tout simplement ici Hostinger. Hostinger, c'est lui donc qui s'occupe de gérer mon nom de domaine. Donc là, on recueille cette information-là, et une fois qu'on a cette information-là, et un autre ensemble d'informations, on va pouvoir essayer de se faire passer pour quelqu'un de la société Hostinger quand on va contacter la société formation informatique, par exemple. Donc c'est le même principe pour la ville de Montpellier ici. Ensuite, on va chercher des contacts. On peut également rechercher des contacts spécifiques. On peut rechercher sur Google, LinkedIn, Viadeo pour identifier des employés, des responsables RH de notre cible, par exemple. Donc l'objectif, c'est de recueillir un maximum d'informations. Ensuite, on va sélectionner la cible. On va identifier les contacts clés. On va cibler des services spécifiques comme le service RH de la ville de Montpellier. Et on va trouver des contacts pertinents, par exemple le nom du DRH et l'employé du service informatique. Donc, quand on a ces informations-là, on commence à réfléchir à un scénario plausible, c'est-à-dire qu'on va préparer l'attaque. On va créer un scénario plausible qui va consister à se faire passer pour un prestataire informatique, par exemple Trameo pour Montpellier.fr, ou pour la ville de Montpellier, ou Hostinger pour formationinformatique.net. Et on va informer la cible d'une opération informatique planifiée créant une situation de confiance. Donc l'idée, c'est de l'appeler pour lui dire, bon, il va y avoir une opération de maintenance ou une opération informatique qui va être planifiée à telle date. Alors l'objectif, bien évidemment, pour pouvoir informer le destinataire, c'est d'utiliser un domaine similaire. Par exemple, on va enregistrer un nom de domaine similaire à celui du prestataire. On peut imaginer que pour Hostinger, c'était hostinger.com. Voilà, c'est hostinger.com. On pourrait essayer d'enregistrer un nom de domaine qui serait hostinger. Exemple, .net ou .ru, par exemple, etc. L'objectif, c'est d'avoir un nom de domaine qui soit le plus proche possible de celui du prestataire. On peut utiliser une adresse email proche de celle du prestataire pour paraître légitime. Exemple, yunsi.mousse, voilà. Alors j'ai mis greta.net ici, ça pourrait être hostinger.net par exemple. Donc ça veut dire qu'on va envoyer des messages à la victime avec un nom de domaine qui va être proche de celui du prestataire. Donc parfois on est trompé parce qu'on voit que ça vient de Hostinger, mais c'est juste un nom de domaine qui est similaire. Ensuite, on va commencer la phase d'exploitation de l'attaque. Donc on va lancer l'attaque, c'est-à-dire qu'on va contacter la cible au nom du DRH en utilisant le nouveau domaine. Donc par exemple ici j'ai mis greta.net, mais ça pourrait être hostinger.net. Ensuite on envoie un email pour demander des identifiants ou exécuter une action sous prétexte de maintenance, par exemple. Et pour renforcer la crédibilité, on va doubler le contact par un appel téléphonique pour renforcer la confiance. On appelle la personne directement au téléphone. Et on utilise des techniques de spear phishing pour personnaliser l'attaque et augmenter les chances de succès. C'est-à-dire spear phishing, on se souvient, ça consiste à envoyer une pièce jointe ça consiste tout simplement à forcer l'utilisateur à cliquer sur un lien dans lequel il y a un code malveillant, par exemple un backdoor, qui va être installé. Pouvez-vous nous donner un exemple d'attaque fictive? On vient de le
ici, mais un scénario détaillé, ce serait contacter le service RH de la mairie en se faisant passer pour le prestataire de service qui maintient le site web. On informe d'une opération de maintenance et on demande des identifiants pour vérifier la connectivité. On envoie un lien malveillant ou un fichier doc piégé sous couvert d'un formulaire de candidature, par exemple. L'objectif, c'est gagner la confiance de la victime pour obtenir des informations sensibles ou lui faire exécuter des actions malveillantes. Donc voilà un peu rassembler ici l'ensemble des attaques possibles, hein, et en particulier donc cette attaque d'ingénierie sociale, hein, qu'on vient de détailler, où on a indiqué un petit peu toutes les étapes, hein, d'une attaque par ingénierie sociale. Comment fonctionne un antivirus? Fonctionnement des antivirus. D'abord, définition d'un antivirus. Le terme antivirus est souvent utilisé, mais anti-malware serait plus approprié. Un antivirus doit se placer entre les applications et le système d'exploitation pour assurer la protection en temps réel. Donc, entre les applications et le système d'exploitation. Quel est le rôle de l'antivirus? Il examine les fichiers accédés en lecture ou en écriture, les processus lancés, les accès à la base de registres et les différentes librairies. Il fonctionne comme un écran entre les applications et le système d'exploitation, ce qui peut rendre son installation et les mises à jour difficiles. Quels sont les critères de choix d'un antivirus? D'abord, la protection virale. Un bon antivirus utilise plusieurs techniques pour détecter les malwares, pas qu'une seule. Il utilise d'abord l'analyse de signatures. Les éditeurs d'antivirus maintiennent une base de données de signatures de virus connus. L'antivirus compare les logiciels présents ou en cours de téléchargement avec cette base. Il nécessite des mises à jour fréquentes de la base de données pour être efficace. Donc ça, c'est la protection par la détection par analyse de signature. Il y a la détection par analyse heuristique. On va créer des signatures génériques pour détecter des motifs de code malveillants. Ça permet de repérer le trafic de malware de type Trojan entre la machine affectée et le serveur de contrôle du pirate. Donc ça permet de repérer le trafic. C'est ce que ça permet de faire l'analyse heuristique. C'est différent de l'analyse de signature. L'analyse de signature, ici, on va comparer les logiciels présents ou en cours de téléchargement avec une base dans laquelle on a les signatures des virus. Tandis qu'ici, on crée des signatures génériques. Et l'analyse heuristique, elle permet de repérer le trafic de malware de type Trojan entre la machine affectée et le serveur de contrôle du pirate. Ça repose sur le savoir-faire des chercheurs en sécurité et des développeurs. Ensuite, on a l'analyse comportementale. Ça, c'est une exécution potentielle de l'application suspecte dans un environnement cloisonné appelé sandbox. On observe les actions du malware pour en déduire le niveau de dangerosité. Windows Defender propose cette fonction. C'est-à-dire qu'on analyse la façon dont se comporte une application pour voir si elle est virusée ou pas. On a ce qu'on appelle l'analyse dans le cloud, l'analyse comportementale délocalisée sur les serveurs de l'éditeur pour alléger la charge de traitement sur le poste de travail. On utilise les technologies de machine learning et d'intelligence artificielle. On analyse les sites web visités, les adresses IP pour bloquer les sites malveillants et enrayer le déploiement des botnets. Donc, le fait que l'analyse comportementale puisse s'effectuer dans le cloud de manière délocalisée, ça allège la charge de traitement pour le poste de travail de l'utilisateur. Parce que cette analyse devait se faire sur le poste de travail de l'utilisateur, eh bien, ça va encombrer tout ce qui est mémoire, processeur de la machine utilisateur,
et ça va la faire aller moins vite. Quelle est la différence entre produit gratuit et payant? D'abord, il y a les mises à jour. Un produit payant, il offre des mises à jour en quasi temps réel, tandis qu'un produit gratuit, il peut se mettre une fois par... Il peut effectuer une mise à jour une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par jour. C'est ça déjà la différence. La différence, c'est les mises à jour. Les capacités d'analyse aussi. Les produits payants intègrent souvent des analyses comportementales et dans le cloud plus avancées que les produits gratuits et les éditeurs se différencient commercialement sur ces capacités, justifiant ainsi le coût des produits payants. Alors, quelles sont les autres fonctions d'antivirus que l'on connaît? Il y a les fonctionnalités supplémentaires des antivirus qui peuvent être la fonctionnalité de pare-feu, les antivirus qui font office de pare-feu, qui est proposé souvent comme module supplémentaire, qui est déjà intégré dans Windows et Linux, donc parfois ça peut être redondant. On a ce qu'on appelle un module de navigation sécurisé. Ce module de navigation sécurisé, il bloque les sites malveillants et de phishing, il analyse les scripts exécutés par le navigateur, il peut ralentir la navigation. On a l'analyse des emails, utile surtout si vous utilisez un client lourd de messagerie comme Outlook ou Thunderbird. On a l'intégration VPN. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration VPN? Eh bien, ça va permettre de créer un canal sécurisé entre notre machine et les serveurs de l'éditeur d'antivirus. Ça empêche l'interception et le déchiffrement de notre trafic Internet. Par contre, ça peut brider notre débit et imposer un quota de trafic. Ça dépend de la confiance en l'éditeur de l'antivirus. C'est-à-dire que, en fin de compte, comme il y a ce canal sécurisé entre notre machine et les serveurs de l'éditeur, eh bien, le trafic Internet va passer par l'éditeur d'antivirus, puisqu'il va y avoir une liaison VPN qui va être effectuée entre notre machine et la machine de l'éditeur. Alors, quels sont les critères de choix d'antivirus pour les solutions entreprises? D'abord, la gestion centralisée. C'est-à-dire qu'une solution d'antivirus que l'on achète pour une entreprise, elle doit avoir cette gestion centralisée, c'est-à-dire une interface de gestion centralisée installée sur un serveur ou dans le cloud. Et cette interface va permettre de gérer le déploiement, la gestion, les mises à jour des antivirus sur tous les postes de travail. Ça veut dire donc que dans une entreprise, eh bien, on a une interface de gestion centralisée qui est installée sur un serveur, et à partir de ce serveur et cette interface, on va pouvoir déployer, gérer, mettre à jour les antivirus sur tous les postes de travail. Un outil de reporting et de surveillance qui va permettre de générer les rapports sur le niveau de protection et les menaces détectées. Une surveillance en temps réel des menaces détectées et des versions de base virales. Un accès à distance, une possibilité d'effectuer des actions à distance comme empêcher la connexion à un réseau si une machine est infectée. Comment procéder pour comparer des solutions entre elles? On peut utiliser le site AV Comparative. C'est un site recommandé pour des tests comparatifs indépendants. Il compare fréquemment les solutions antivirus pour les particuliers et les entreprises. Les tests sont complets et régulièrement mis à jour. Il suffit d'aller sur AV Comparative. Et sur ce site-là, le site AV Comparative, ici, faire indépendant test antivirus software, faire une comparaison entre les antivirus. Quelle est l'utilité d'un firewall? Le firewall ou pare-feu est un outil essentiel pour protéger un poste de travail en complément d'une solution antivirus. Quelle est sa définition et son rôle? Il faut déjà le savoir. Un firewall est une brique logicielle qui autorise ou interdit les communications réseau.
Il définit quelles applications peuvent communiquer avec quelle machine ou serveur et via quel protocole. Ça, c'est important de retenir qu'il définit quelles applications peuvent communiquer avec quelle machine ou serveur et via quel protocole. Concernant la communication entre machines, il faut comprendre comment les machines communiquent entre elles. Les applications utilisent des protocoles de transport sur des canaux de communication virtuels appelés ports. Par exemple, un navigateur web utilise le port 80 pour communiquer avec un serveur web. Une fois qu'on sait cela, eh bien, on sait que déjà une première protection va consister à faire un filtrage par port, c'est-à-dire que le firewall va examiner les communications sortantes et entrantes selon les ports utilisés. Il autorise ou bloque les communications en fonction de la configuration. Protection contre les intrusions. Un firewall peut bloquer les tentatives d'intrusion ou les connexions malveillantes. Il identifie et contrôle les services et applications à réseau sur la machine. Quelles sont les limites et adaptations des firewalls? D'abord, il y a le blocage des communications malveillantes. Un firewall peut bloquer les communications sortantes de trojans utilisant des ports non habituels. Par contre, les pirates contournent cette protection en utilisant des ports légitimes comme 80, 443 et 53. Donc ça peut être déjà une première limite. On peut faire un filtrage par application. Au lieu de bloquer par port, un firewall peut autoriser ou interdire des applications spécifiques. Cela permet de maintenir une protection efficace même lorsque les ports légitimes sont utilisés par des malwares. Ça, c'est pas mal aussi, puisque là, au lieu que ce soit un blocage par port, ça va être un blocage par application. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'application autre que celle que l'on souhaite qui peut passer. Comment est-ce qu'on configure les firewalls? Alors, comment est-ce qu'on les active? Il est recommandé d'activer le pare-feu intégré des systèmes d'exploitation comme Windows et Linux. Déjà, avoir un pare-feu sur chaque machine qui est activé, c'est déjà une première protection. Un firewall mal configuré peut isoler totalement une machine du réseau, donc la configuration doit être précise. Firewall matériel pour les entreprises, il y a ce qu'on appelle des firewalls matériels qui existent. Les entreprises peuvent utiliser des firewalls matériels pour gérer centralement les communications réseau. Ces firewalls gèrent les communications entrantes et sortantes à l'échelle du réseau complet de la société. Donc on vient de voir déjà qu'en termes de protection, il y a les mises à jour, il y a les sauvegardes, il y a les antivirus, il y a les pare-feux. En quoi le multisession et la définition de permission est une mesure de sécurité indispensable? La création de plusieurs comptes utilisateurs sur un poste de travail est une mesure de sécurité importante. La création de comptes utilisateurs avec des permissions limitées est une pratique essentielle pour renforcer la sécurité d'un poste de travail. En utilisant des sessions standards pour les tâches courantes et en réservant les droits d'administrateur pour les opérations nécessaires, on réduit significativement les risques d'infection et de compromission du système. Pour les entreprises, la gestion centralisée des utilisateurs et des permissions via des contrôleurs de domaine offre une solution efficace pour maintenir la sécurité et la gestion des accès à grande échelle. Donc le multisession, c'est-à-dire que le fait que l'on crée plusieurs sessions sur un poste de travail, c'est une protection. Le fait qu'on donne des droits limités à un utilisateur, c'est une protection. Et le fait également que l'on puisse faire une gestion centralisée des utilisateurs et des permissions via un contrôleur de domaine, c'est également une mesure de sécurité. Création de compte utilisateur, définition et mot de passe. Chaque utilisateur a un mot de passe propre. Chaque compte a un ensemble de droits définis par le système. Quels sont les types de comptes que l'on rencontre? Les administrateurs ou root super user sur Linux a tous les droits sur le système. Les utilisateurs standards qui ont des droits limités mais suffisants pour les tâches courantes, ouvrir des applications, travailler sur des documents. Quelle est l'importance des permissions?
Eh bien, ça permet de limiter les droits. Les comptes utilisateurs standards n'ont pas le droit d'installer des applications ou de modifier les paramètres de sécurité. Il faut limiter les droits. Ça permet de réduire les risques en cas d'infection par un malware. Protection du système. Les applications lancées par un utilisateur standard sont également restreintes. Un malware exécuté par un utilisateur standard ne pourra pas accéder au répertoire système, au registre ou à d'autres fonctions critiques. Ça, c'est important de le savoir. Donc, le fait de limiter les droits, ça entraîne que ça va bloquer un malware qui va tenter de s'exécuter via cet utilisateur standard. Quelles sont les pratiques recommandées en entreprise? La séparation des sessions. Il faut utiliser une session standard pour les activités courantes, navigation web, traitement de texte, et utiliser une session administrateur uniquement pour les tâches nécessitant des droits élevés, installation d'applications, configuration de sécurité. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on ne travaille jamais en route ou en administrateur, par exemple. La gestion en entreprise. Pour les entreprises, il est recommandé de configurer par défaut des sessions standards pour les utilisateurs. Les applications nécessaires à la configuration du système devraient être préalablement installées et configurées par un administrateur. Qu'est-ce que la gestion centralisée des utilisateurs? Quels sont les avantages? On a les contrôleurs de domaine. Dans les entreprises, l'authentification et la gestion des accès sont souvent centralisées. Les utilisateurs sont créés et gérés par un annuaire centralisé Active Directory pour Windows et LDAP pour Linux. Quels sont les avantages? Ça simplifie la gestion des permissions et des accès pour de nombreuses machines. Ça facilite l'application des politiques de sécurité uniformes à travers l'organisation. La virtualisation aussi, c'est quelque chose qui peut contribuer à la sécurité. En quoi la virtualisation contribue à protéger son poste physique? La virtualisation est une solution atypique mais puissante pour cloisonner efficacement les applications et protéger son poste de travail. La virtualisation est une méthode efficace pour protéger un poste de travail en cloisonnant les différentes applications et opérations. Bien que nécessitant des ressources matérielles importantes et une certaine aisance en informatique, elle offre une flexibilité et une sécurité accrue. Les fonctionnalités de duplication et de gestion des VM rendent cette solution particulièrement adaptée pour des environnements de travail nécessitant des tests et des opérations sensibles. Quel est le principe de la virtualisation? Définition: la virtualisation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle sous la forme de machines virtuelles VM. Chaque VM est totalement isolée des autres et peut avoir un accès à Internet ou être totalement déconnecté. Le fonctionnement. Les machines virtuelles peuvent être allumées et éteintes à volonté. Exemple d'utilisation: consultation de compte bancaire sur une VM, exécution d'applications douteuses sur une autre, observation de virus sur une troisième. Quels sont les avantages de la virtualisation? Les avantages de la virtualisation, c'est l'isolation. Chaque VM est cloisonnée, limitant les risques de propagation de malware entre les VM et le poste physique. Le cloisonnement des données professionnelles et personnelles. La flexibilité, la possibilité de tester des logiciels ou des opérations sensibles dans un environnement contrôlé. Les VM peuvent être clonés et dupliqués facilement, facilitant le travail et les tests. Quels sont les inconvénients de la virtualisation? Le coût matériel. Ça nécessite une machine physique puissante pour exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle. Donc ça, c'est le premier inconvénient. La licence, il faut acquitter des licences pour les systèmes d'exploitation utilisés, même s'ils sont virtuels. Il faut un logiciel de virtualisation. Il existe des logiciels payants comme VMware Workstation, mais aussi des solutions gratuites comme VirtualBox et Hyper-V intégrées à Windows. Donnez-nous un exemple de mise en œuvre. Logiciel de virtualisation, utilisation de VMware Workstation avec plusieurs machines virtuelles. Chaque VM a un bureau propre et peut être configuré pour dialoguer avec Internet ou être totalement isolé.
Interface et gestion. Exemple de VM exécutant Windows 10. Les VM peuvent être facilement gérés, clonés et configurés pour différents usages. Comment gérer les identifiants et les mots de passe? Ça aussi, c'est un point important. Les comptes en ligne, qu'il s'agisse de banque ou de boutique, reposent sur le couple traditionnel login-mot de passe. Pour assurer la sécurité des comptes en ligne, il est crucial de choisir des mots de passe uniques, complexes et faciles à retenir sans les noter. Il faut utiliser des outils pour vérifier leur sécurité et il faut les changer régulièrement, surtout pour les services critiques. Il faut adopter ces pratiques pour réduire le risque de piratage et protéger les informations personnelles. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour les mots de passe? D'abord, leur unicité. Il faut utiliser un mot de passe unique pour chaque service. Pas le même pour tous les services, surtout. Ne réutilisez pas le même mot de passe sur plusieurs sites. Il faut éviter les références personnelles. Il ne faut pas utiliser des informations personnelles comme des dates de naissance, des noms d'animaux, etc. Les mots de passe doivent être faciles à mémoriser. Il faut choisir un mot de passe dont vous pouvez vous rappeler sans le noter. Il faut éviter de stocker les mots de passe dans des fichiers texte ou sur des notes manuscrites. Il faut éviter le stockage dans les navigateurs. Ne stockez pas les mots de passe dans un navigateur web. Il faut les modifier régulièrement. Pour les services critiques, il faut modifier les mots de passe tous les mois. Quels sont les critères pour un mot de passe sécurisé? La largeur et la complexité, un minimum de 12 caractères. Il faut inclure des minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Quelles sont les techniques de création? Il faut utiliser des phrases faciles à retenir avec des substitutions. Un exemple, j'ai écrit un livre de 400 pages devient j'ai écrit un livre de 400 pages. Comment vérifier la complexité des mots de passe? On peut utiliser des outils en ligne. Par exemple, on peut utiliser des sites comme Password Meter pour tester la complexité des mots de passe. Exemple de mots de passe faibles, par exemple, JM, LinkedIn, c'est facile à deviner. Exemple de mot de passe fort, j'ai écrit le livre de 400 pages, prendrait des siècles à deviner. Donc, vous avez le site Password J Meter. Est-ce qu'il est passé ce site? Je vais plutôt aller sur un autre navigateur parce que celui-là il me joue les tours. Et sur Chrome. Password Gmeter. Password Gmeter. Ici. Voilà. Test your password. Par exemple, vous essayez un mot de passe. J'essaye un mot de passe assez complexe. Very strong. Et voilà. Si je fais que des chiffres, par exemple, mais assez long. Puis quelques lettres. Very strong. Voilà comment on peut tester un mot de passe. Comment se passent les attaques sur les mots de passe? Ça, c'est important à savoir aussi. Introduction, il y a deux techniques qui sont couramment utilisées par les pirates pour retrouver des mots de passe non sécurisés.
l'attaque par force brute et l'attaque par dictionnaire. L'attaque par force brute, qu'est-ce que c'est? La définition. Ça consiste à tester toutes les combinaisons possibles pour un mot de passe. Ça peut être effectué en ligne ou hors ligne. La méthode hors ligne est les plus rapides car tous les tests se font localement sur la machine de l'attaquant. Utilise pleinement la puissance des processeurs, y compris les processeurs graphiques. Le temps de calcul, le temps nécessaire dépend de la complexité du mot de passe et des caractéristiques matérielles de la machine. Exemple, un mot de passe comme celui-là peut être trouvé en 14 secondes sur une instance AWS louée à 2,5 € par heure. La puissance de calcul disponible, la puissance de calcul autrefois réservée aux centres de recherche est maintenant accessible à tous via le cloud computing Microsoft Azure AWS. Donc d'où la nécessité que le mot de passe soit assez long et assez complexe. Attaque par dictionnaire, définition, ça utilise un fichier contenant une liste de mots de passe plus ou moins connus ou utilisés. Teste chaque mot de passe du dictionnaire. La source de dictionnaire, ça provient d'où? C'est de nombreux dictionnaires sont accessibles publiquement et adaptés à des thèmes ou langues spécifiques. Les fuites de données alimentent également ces dictionnaires. Variantes de mots de passe. Les dictionnaires incluent souvent des variantes courantes des mots de passe, comme par exemple les substitutions de caractères A par arrobase, 1 par 1. Donc il faut faire attention à ça. D'où l'importance de choisir un mot de passe complexe. Évitez les mots de passe simples. Un mot de passe complexe et unique pour chaque service est crucial pour se protéger contre ces attaques. Modifier régulièrement les mots de passe ajoute une couche de sécurité. Puissance de calcul est accessible avec la facilité d'accès à des ressources de calcul puissantes. Il n'a jamais été aussi simple, important de choisir des mots de passe robustes. Comment mieux gérer et renforcer l'authentification? La sécurité des identifiants est essentielle et le choix d'un mot de passe complexe est primordial. Cependant, plus un mot de passe est complexe, plus il est difficile à retenir. Heureusement, il existe des logiciels de gestion d'identifiants au coffre-fort qui facilitent cette tâche et renforcent l'authentification. Gestion des identifiants avec des coffres-forts. Le principe du coffre-fort, c'est quoi? Tous vos mots de passe sont stockés dans une application fortement chiffrée. L'accès au coffre-fort se fait via un mot de passe unique. On a des services en ligne et locaux. En ligne, on a le service LastPass de Dashlane qui permet de stocker en ligne et de partager des identifiants utiles pour les équipes. On a des coffres-forts locaux qui fonctionnent localement et évitent de déporter les identifiants en ligne. Quelles sont les fonctionnalités que renferment ces coffres-forts? Ça permet le remplissage automatique des formulaires d'authentification en ligne. Donc ça protège contre les keyloggers. Ça fait une génération automatique de mots de passe sécurisés lors de la création de comptes. Quelles sont les préoccupations et les solutions? Il y a un risque si le mot de passe maître est découvert car tous les mots de passe sont compromis. Donc on essaie de coupler ça avec l'authentification à double facteur 2FA pour renforcer la sécurité. Qu'est-ce que c'est que l'authentification à double facteur 2FA? Le principe 2FA, c'est l'utilisation de deux moyens pour valider l'identité, le login, mot de passe traditionnel couplé à un autre mécanisme. Et on a le mécanisme de 2FA qui fonctionne comme suit. On va d'abord effectuer une vérification par SMS. On envoie un code à usage unique, OTP, sur le mobile. On peut utiliser une application dédiée qui va afficher un code temporaire sur l'ordinateur ou le mobile. On peut utiliser des sécurités tokens, c'est des clés USB affichant un code temporaire physiquement relié à la machine. On peut également effectuer une authentification biométrique, une empreinte digitale, une empreinte rétinienne. Voilà pour ce cours où on a parcouru les menaces possibles et un certain nombre de protections que l'on peut mettre en place pour protéger nos machines.